participantes, chers participants, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur la sécurité informatique, un défi pour les entreprises fiduciaires de Fiduciaires Suisse que nous organisons en collaboration avec notre partenaire commercial Swisscom. Le français n'est pas ma langue maternelle, mais j'utilise régulièrement dans mon travail quotidien. Je vais faire de mon mieux pour que ma présentation soit compréhensible et claire. Maintenant, je pense que c'est plus clair qu'avant. Alors, j'aimerais présenter en bref le programme du webinaire d'aujourd'hui. Je vais commencer par les outils et le soutien que nous avons élaborés pour nos membres de l'Association fiduciaire suisse. Ensuite, Yves Pellaton continue avec la sécurité informatique. Les risques et dangers pour les entreprises fiduciaires. Dans la troisième partie, nous passons au thème maîtriser les cyber-risques. Comme protéger votre PME. Raphaël Boulet de Swisscom nous donne ici plus de détails. Dans la quatrième partie, nous avons le temps pour différentes questions que nous collectons et auxquelles le référent correspondant répondra volontiers. Quelques détails sur les règles du jeu. Tous les participants sont mis en sourdine. Ils doivent seulement pouvoir entendre l'orateur et voir les slides. Vous pouvez poser des questions via le chat Q&A. Elles seront traitées directement ou discutées à la fin du webinaire. Ok, moi je m'appelle Dario D'Acquarica et je suis membre de l'Institut fiduciaire 4.0 de Fiduciaires Suisse. Je suis expert fiduciaire diplômé et j'ai un master en fiduciaire et conseil d'entreprise. Mon travail de master avait pour sujet l'entreprise fiduciaire sans papier. Moi, je m'intéresse depuis longtemps à la digitalisation et aux thèmes informatiques. Avec notre équipe, nous souhaitons l'association centrale et les différentes sections pour tous les thèmes liés à l'informatique. Nous organisons des webinaires, nous élaborons des outils, comme actuellement pour la nouvelle loi sur la protection des données ou le site Internet sur la cybersécurité, que j'aimerais ensuite présenter brièvement et nous sommes bien sûr directement à la disposition aussi de nos membres pour les questions de support sur les thèmes de la digitalisation. En tant qu'association, nous avons créé une plateforme de savoir-faire pour les membres de Fiduciaires Suisse, afin de clarifier les questions relatives à la cybersécurité et de soutenir les membres. Vous trouverez la plateforme directement sur la page de l'association en tant que sous-page web. La plateforme est divisée en 5 domaines que je vais brièvement présenter en détail. Les 5 domaines sont les suivants. Information, première secours après piratage, guide, liste de contrôle et autres outils, webinaire formation et à la fin actualité. Dans la première partie, information, vous trouverez au-delà d'un aperçu des termes utilisés, des liens utiles vers des sources telles que le Centre de compétences de la Confédération pour la cybersécurité, ou aussi des entreprises partenaires de l'association qui peuvent vous aider dans un domaine particulier. Dans la deuxième partie, très importante, les premiers secours. Cette partie explique étape par étape comment procéder en cas d'attaque concrète de pirates, avec des liens pour la notification d'une attaque ou vers un professionnel de la communication. Il est toutefois important de prendre le temps et de lire ces premières étapes à l'avance, et pas seulement lorsque vous avez un incident. En cas d'incident, vous n'aurez probablement plus le temps d'étudier les instructions
et vous n'aurez aussi pas, peut-être pas même plus d'Internet. C'est pourquoi il est vivement conseillé de prendre le temps de consulter ces premières étapes à l'avance. Dans la partie guide, vous trouverez différentes listes de contrôles et guides que nous avons élaborés pour les membres. Il s'agit de thèmes tels que la sécurité physique, l'infrastructure propre, l'infrastructure externe, le courrier électronique et la transmission sécurisée des données. Vous trouvez ici des contrôles de sécurité et bien sûr des assurances pour être prêt en cas d'urgence. Bien sûr, nous espérons que ces assurances ne seront jamais nécessaires. De plus, vous trouverez également des guides de communication. Et un point important, la protection des données dans le cadre du travail à domicile. Dans la section formation, vous trouverez une courte vidéo de formation, y compris un test à choix multiple pour tous les collaborateurs. Il est recommandé de sensibiliser en permanence l'ensemble de l'équipe de votre entreprise et de regarder cette vidéo et peut-être aussi de faire le test. L'équipe devrait être régulièrement formée à ce sujet très important. OK. Dans la section News, vous trouverez des informations sur des sujets d'actualité. Consultez aussi régulièrement la domaine interne où vous trouverez par exemple les vidéos des webinaires passés, comme par exemple celui sur la nouvelle loi sur la protection des données que nous avons dernièrement organisé, ainsi que d'autres documents et outils spécifiques pour nos membres. Et pour ne manquer aucune information sur ce thème très important de la cybersécurité, consultez aussi régulièrement le site de l'association ou celui de notre Institut Fiduciaire 4.0. Le mieux est de suivre l'Institut sur un canal des médias sociaux. Nous sommes présents sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram. Grâce à cela, vous êtes sûr de ne manquer aucune actualité importante dans le futur. Dans une entreprise, rien ne fonctionne sans une informatique performante. Les PME sont souvent confrontées au défi de ne pas disposer de suffisamment de temps pour s'occuper de l'informatique et de ne pouvoir calculer les coûts que de façon très approximative. Il est également de plus en plus difficile de mettre en place un service informatique propre et d'organiser les ressources avec des connaissances informatiques étendues. Les thèmes deviennent de plus en plus complexes. Les applications, les solutions cloud, c'est de plus en plus un défi croissant pour chaque PME. Dans la présentation d'aujourd'hui, nous aimerons mettre l'accent sur la sécurité informatique. Important. Aujourd'hui, nous allons surtout nous concentrer sur la protection contre les cyberattaques et la perte des données. Mais la cybersécurité va également au-delà de la simple sécurité informatique. Elle comprend des mesures techniques, organisationnelles et juridiques pour les objectifs de protection, mais ça veut dire confidentialité, intégrité et disponibilité du hardware, des logiciels, des données et des services. En d'autres termes, il n'est pas toujours nécessaire que ce soit une attaque de pirate informatique qui paralyse une entreprise. Cela peut être aussi un incendie, un dégât d'eau, etc. Ok, d'accord. Maintenant, je passe la parole à Yves Pellaton qui va vous guider dans la deuxième partie, la sécurité informatique, les risques et dangers pour les PME. Merci. Merci Dario pour cette bonne introduction. Merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui avec nous.
J'ai la chance de pouvoir rebondir sur cette introduction pour vous parler des menaces actuelles pour les PME en Suisse, et y compris pour les entreprises fiduciaires. La présentation va se dérouler de la façon suivante, une rapide introduction. Je vais vous donner le contexte actuel par rapport à la cybersécurité en Suisse. Ensuite, on va discuter de pourquoi les PME sont visées. Je vais vous donner les points principaux par rapport aux processus de hacking qui sont utilisés par les cybercriminels. Et ensuite, nous allons parler de quel futur nous attend basé sur les données qu'on a aujourd'hui. Donc, rapidement, United Security Providers, USP, est un fournisseur de services de sécurité informatique. Donc, on conseille sur tout ce qui est gestion des identités et des accès, la sécurité des réseaux, des applications, des données critiques. Personnellement, je gère donc tout ce qui est penetration testing chez United Security Provider. Pour ceux qui connaissent un peu le milieu, j'ai 2 certifications qui sont connues, donc Offensive Security, OSCP et OSEP. Dans le contexte actuel par rapport à la cybersécurité, j'aimerais aller un peu au-delà du cliché Black Hat contre le White Hat. Donc le Black Hat, c'est le méchant pirate, le cybercriminel, contre le gentil, le White Hat. C'est toujours un peu plus compliqué que cette simple polarisation. Donc on va voir rapidement quels sont les profils de ces cybercriminels par rapport à la cybersécurité. Un profil très connu d'un anglicisme, script kiddies. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas une bonne connaissance technique, mais ils savent utiliser Internet, ils savent utiliser des softwares et ils vont vouloir utiliser ça pour démontrer quelque chose à leurs amis ou à un groupe quelconque, où ils vont juste vouloir découvrir de nouvelles choses en utilisant ça, en faisant des choses qui sont malheureusement illégales. Et ce n'est pas parce qu'ils manquent d'expertise technique qu'ils sont moins dangereux pour les entreprises. Une autre catégorie de cybercriminels sont les activistes. Donc, quel que soit le business que vous avez, quel que soit le profil de l'entreprise avec qui vous faites des affaires, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec ça parce que pas suffisamment d'énergie renouvelable derrière, ou alors trop à droite, ou etc., etc. Et il y aura toujours des personnes qui voudront, par le canal informatique, vouloir avoir des revendications, vouloir démontrer que ce que vous faites est mal, ou vouloir voler des données afin de pouvoir les publier. Un autre ordre, les cybercriminels, cette fois, dans ce terme-là, c'est vraiment les personnes qui vont rechercher la monétisation de ce qu'ils vont faire. Donc, ils sont appâtés par l'argent, que ce soit en déployant un ransomware sur un hôpital où il y a des personnes qui risquent leur vie, qui peuvent en décéder. Suite à ça, ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est vraiment l'aspect financier. Absolument pas d'éthique. Donc, c'est des personnes qui peuvent être très, très dangereuses. Bien entendu, on a aussi les acteurs qui sont soutenus par l'État. On peut penser aux États-Unis, à la Russie, à la Corée du Nord, la Chine, Israël, etc., etc. Il y a beaucoup de pays qui sont connus pour avoir des groupes de pirates qui vont aller espionner, qui vont essayer d'aller influencer des votations ou ce genre de choses à travers le monde. Ils utilisent souvent des techniques très avancées. Ça leur permet aussi de suivre ce que leurs habitants font. Est-ce qu'ils suivent les règles? Est-ce qu'ils vont par des réseaux parallèles accéder à des informations qu'on ne veut pas qu'ils accèdent, etc., etc. Une autre catégorie qui est souvent malheureusement sous-évaluée, c'est la menace interne. Je pense que tout le monde a déjà eu affaire à un collègue, à une connaissance qui est frustrée par son travail, son chef ne comprend de toute façon rien, lui il a raison, sans lui rien ne fonctionne, rien ne peut marcher. Et parfois, malheureusement, ces personnes un peu frustrées vont faire le pas de plonger dans l'illégalité
en volant des données, en les revendant. On a vu l'exemple avec les banques suisses où des employés sont allés voler des listes de clients pour les revendre à d'autres États. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais là aussi, c'est clairement un aspect à ne pas sous-estimer. Finalement, on entend souvent parler des APT, Advanced Persistent Threats. Donc, c'est des menaces persistantes avancées. Donc là, il s'agit en général de groupes bien financés qui vont avoir une structure robuste pour pouvoir compromettre, y compris des entreprises qui ont un niveau de cybersécurité assez élevé. Ces différents profils ne sont pas exclusifs les uns des autres. Ils peuvent se chevaucher dans certains cas. Mais voilà, ça donne un peu cette idée de qu'est-ce qu'il y a derrière ces cybercriminels, quelles sont leurs motivations par rapport à des buts qui peuvent être très, très différents. Si on analyse le contexte actuel en Suisse, on peut dire il y a un incendie, il y a un problème. On peut regarder des exemples qui sont parus dans les newspapers, dans les journaux. Les policiers ne sont pas à l'abri eux-mêmes. Il s'agit du canton de Berne, la ville de Berne, où les hackers ont profité de voler des données concernant les policiers eux-mêmes. Les personnes privées ne sont pas à l'abri non plus. WhatsApp, pendant la nuit, vous avez éteint votre téléphone, il y a moyen d'avoir un code d'authentification qui vous est donné par boîte vocale. Si les pirates arrivent à contacter cette boîte vocale, ils bénéficient ensuite du code pour pouvoir voler vos données WhatsApp. Banque en ligne, un autre exemple, l'Office fédéral de la police, une fois encore, victime. On a une image quand même où la Suisse n'est pas le meilleur élève concernant la cybersécurité. Ce n'est pas le cas qu'en Suisse, c'est quelque chose de globalisé, mais c'est un fait. Et malheureusement, on peut observer que les cyberattaques sont en progression continue, malheureusement, aussi en Suisse. Je vais vous donner quelques exemples par rapport à l'expérience que j'ai faite personnelle lorsqu'on a effectué des tests dans des entreprises, petites et moyennes entreprises, des choses qu'on a découvertes qui peuvent être catastrophiques à la fin si elles sont exploitées par des cybercriminels. Tout software doit être configuré d'une façon correcte. Des fois, on doit payer des montants assez élevés pour pouvoir acheter des licences, pour pouvoir utiliser des softwares. Là, dans ce cas-là, c'était une solution de sauvegarde permanente, donc quelque chose où normalement, on ne peut pas effacer les données pendant une période de temps définie. Il n'y a aucun moyen, normalement, d'effacer ces données. Malheureusement, ils nous ont demandé de tester ça, ou heureusement, ils nous ont demandé de tester ça, et ce qu'on a vu, c'est qu'ils avaient fait une faute de configuration, et malheureusement, les données n'étaient pas protégées comme ils l'attendaient. Par chance, on a pu découvrir ça. Ils ont pu contacter le fournisseur de cette solution. Ils ont pu regarder ensemble. Ensuite, ils ont fait la bonne configuration. Et maintenant, ils ont des données qui sont sauvegardées de façon plus sécurisée qu'avant. Une autre chose qu'on voit, et ça malheureusement assez régulièrement, c'est la réutilisation de mots de passe dans les infrastructures d'entreprise. Par exemple, les 3 serveurs qu'on utilise, on va utiliser le même mot de passe administrateur local pour les 3 machines. Ça facilite beaucoup le travail pour maintenir les choses à jour. Malheureusement, si une de ces machines est compromise, ça veut dire automatiquement les autres le sont également, parce qu'un cybercriminel va pouvoir extraire les informations par rapport à ce mot de passe et le réutiliser sur les autres machines. Bien entendu, données confidentielles accessibles. On a une quantité de fichiers disponibles dans les réseaux d'infrastructures, dans les réseaux d'entreprises, qui malheureusement souvent contiennent des choses qui ne devraient pas être accessibles pour tout le monde. Il peut s'agir de mots de passe administrateurs dans un script quelque part. Il peut s'agir de données confidentielles pour des clients. Et malheureusement, ce contrôle d'accès n'est pas toujours optimal. Aussi, quelque chose d'assez surprenant, il y a une sorte de mythe derrière le cloud.
qui fait que si j'ai un serveur qui a une vulnérabilité qui est sur site, si je le déploie dans le cloud, je n'aurai plus de problème. C'est le cloud qui va gérer la sécurité par rapport à ça. Et ce n'est pas vrai. Si votre application web, par exemple, a une vulnérabilité, qu'elle soit sur site ou qu'elle soit dans le cloud, ça ne change pas le problème. Il faut vraiment corriger la vulnérabilité au niveau de l'application pour éviter les problèmes. Donc, tout ce que j'ai dit, c'est très subjectif jusque-là. Donc, pour imager tout ça, je vais chercher les données du Centre national pour la cybersécurité pour voir les statistiques qu'ils ont. Donc, 2023, on est toujours en cours, donc j'ai pris les données qui sont 2022. Et on a observé l'année passée une augmentation de 60% des cyberattaques en Suisse par rapport à l'année 2021. Les petites et moyennes entreprises ont été la cible la plus fréquente. 60% de toutes les attaques qui ont été répertoriées par le Centre national pour la cybersécurité concernaient les petites et moyennes entreprises. Dans 40% des cas, les attaques, c'était des ransomware. C'est-à-dire, vos données sont encryptées, vous n'avez plus accès, et le seul moyen pour réaccéder à ces données, c'est de payer une rançon aux cybercriminels. Phishing, toujours quelque chose d'actuel. On voit aussi que les infrastructures critiques, donc électricité, gaz, pétrole, etc., sont des choses qui sont aussi attaquées. Et ce chiffre-là, je pense qu'il est vraiment intéressant. En Suisse, en 2022, la cybercriminalité a coûté plus de 10 milliards de francs suisses. Donc, si on pouvait investir un peu de cet argent pour sécuriser notre infrastructure, sécuriser nos entreprises, ça coûterait certainement beaucoup moins cher que ces 10 milliards. Maintenant, par rapport à 2023, voilà un graphique de nouveau du Centre national pour la cybersécurité. La ligne verte représente le changement d'année, donc à gauche 2022, à droite 2023. Et malheureusement, on voit que la tendance est à la hausse. Ça n'a pas l'air de se calmer, malgré que les différentes polices internationales arrivent à faire éteindre, désactiver certains serveurs par rapport à des ransomware, etc. Ça reste quelque chose qui rapporte énormément d'argent pour les cybercriminels, donc qu'ils continuent d'utiliser. Maintenant, la question par rapport à tout ça, pourquoi les PME? Pourquoi les petites et moyennes entreprises? La raison est assez logique. C'est un problème de ressources. Si on pense aux services informatiques, la personne qui est responsable dans une petite et moyenne entreprise, son premier but, c'est d'assurer la fonctionnalité de l'infrastructure, que tout le monde puisse travailler, tout le monde puisse effectuer son travail. Et la sécurité vient au deuxième plan, parce que la première priorité, c'est de pouvoir répondre aux clients quand ils viennent. Donc, elles sont considérées comme des cibles faciles. Les personnes ont d'autres choses à faire, elles n'ont pas la même expérience que dans les grandes entreprises. Les petites et moyennes entreprises ont des données sensibles. Si on prend l'exemple de fiduciaires, des entreprises fiduciaires, on voit clairement la sensibilité des données qui sont traitées à ce niveau-là. Et en plus, de nouveau, si on suit l'exemple des entreprises fiduciaires, souvent, vous allez travailler avec des plus grosses entreprises, des entreprises même internationales, et peut-être qu'en vous piratant, ce serait une porte d'entrée pour les cybercriminels afin de pouvoir attaquer ces plus gros groupes qui pourraient être un peu plus difficiles à attaquer depuis l'extérieur, depuis Internet. Donc, ça reste une cible privilégiée. Maintenant, comment est-ce que les cybercriminels, quelle est la procédure que les cybercriminels utilisent pour attaquer une entreprise? Lockheed Martin a défini la Cyber Kill Chain. Il s'agit de 7 étapes qui sont observées lors d'une attaque pour une entreprise. La première étape, la reconnaissance, c'est une étape où les cybercriminels vont recueillir des informations sur la cible, que ce soit une entreprise, que ce soit une personne. Ils vont aller chercher ça. Qui travaille là? LinkedIn, Xing, très intéressant toujours comme données. Quel système ils utilisent? Ah, on voit que l'entreprise X a fait un partnership avec l'entreprise B, donc on sait qu'ils utilisent des solutions firewall, etc. de l'entreprise B, etc. Ça permet d'avoir toutes ces informations. Et ensuite,
basés sur ces informations, ils vont constituer un arsenal. En anglais, weaponization. Donc là, ils vont acquérir les outils malveillants. Il y a des software as a service qui existent où on peut utiliser des ransomware, on peut payer une licence, où en général, le groupe qui développe le ransomware va toucher 40 à 50% de toutes les transactions qui seront effectuées et vous pouvez garder la différence. On peut développer des virus dédiés en fonction des informations qu'ils ont pris aussi. Ensuite, la phase de livraison. Ce malware, ce virus, ces outils malveillants doivent être délivrés à un moment donné à la cible. Il y a différents moyens de le faire. Pièce mail, pièce jointe dans un email, quelque chose qui est très connu, mais aussi un site web malveillant. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, l'année passée, une banque suisse où des cybercriminels ont copié vraiment le portail de la banque, où vous devez entrer votre nom d'utilisateur, mot de passe, et derrière, ils ont payé des places de publicité chez Google, et leurs résultats, leurs liens apparaissaient sur les premières pages de Google. Donc, vous voyez le nom de votre banque, vous cliquez dessus, vous allez vérifier vos choses, et en fait, il s'agissait d'un site web malicieux. L'ingénierie sociale aussi, si on prend l'exemple aux États-Unis dernièrement du groupe hôtelier MGM, où visiblement il s'agirait, la première étape aurait été un téléphone d'une dizaine de minutes pour avoir accès à l'infrastructure. Exploitation, donc une fois qu'on a donné ça, il faut que la vulnérabilité, que le problème soit exploité. Ensuite, les cybercriminels vont vouloir avoir une persistance, quoi qu'il se passe, qu'ils puissent revenir plus tard, si à un moment donné ils sont identifiés, s'il y a un problème, ou peut-être qu'ils veulent attendre pour progresser à ce niveau-là. Ensuite, on appelle Command and Control, ou C2, où là, cette fois, le cybercriminel va prendre le contrôle de ce logiciel malveillant et va faire les actions qu'il veut. Par exemple, télécharger les données qui peuvent être considérées comme confidentielles, déployer le ransomware, le rançon logiciel à l'intérieur de l'infrastructure pour ensuite demander l'argent, etc. Voilà, c'est les 7 points, cette étape de la Cyber Kill Chain. Voilà, toutes ces informations pour revenir maintenant à ce point. Quel futur est-ce qu'on voit à ce niveau-là? Et il y a un sujet sur lequel je n'ai pas encore parlé, il s'agit de l'intelligence artificielle. Comme toute nouvelle chose, ça a des défis et ça amène de nouvelles opportunités. Bien entendu, dans la cybersécurité, l'intelligence artificielle est appelée à révolutionner cet environnement-là. Malheureusement, les cybercriminels l'utilisent déjà. Ça permet de créer des emails de phishing très réalistes. Ça permet de développer des logiciels qui ne seront pas détectés par les solutions d'antivirus standards. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'intelligence artificielle peut aussi être utilisée du côté de la défense. Par exemple, ça permet d'analyser de très grandes quantités de données. Ça permet d'avoir un système automatique qui va automatiquement s'adapter aux nouvelles menaces. Pas juste chercher des patterns qui sont connus, mais de pouvoir élargir ça. Ce qui fait que lorsque le cybercriminel va essayer quelque chose de nouveau, qui potentiellement ne serait pas détecté par des règles fixes, l'intelligence artificielle permet d'identifier ces nouveaux problèmes. Et en général, l'intelligence artificielle sert toujours à automatiser beaucoup de choses, d'avoir moins de chances d'avoir d'erreurs humaines, de maltraiter certaines informations. Donc, quel futur avons-nous? Et j'ai posé la question à Google Bard, ceux qui connaissent, donc un concurrent de ChatGPT, et voici la réponse que Google Bard a donnée. Donc, malheureusement, basé sur les données actuelles, à moyen terme, les petites et moyennes entreprises seront de plus en plus ciblées par les cyberattaques. Elles sont perçues comme des cibles faciles. Elles ont des ressources limitées, on en a discuté. Malheureusement, ça peut avoir des conséquences dévastatrices.
Beaucoup d'entreprises font faillite après une cyberattaque, après un ransomware. Donc, les points importants, on en a déjà parlé avant aussi. D'ailleurs, on a parlé aussi. Donc, les employés doivent être sensibilisés par rapport à ça. Il faut mettre en place des mesures appropriées, que ce soit pare-feu, antivirus, logiciel de gestion de mots de passe, ne pas réutiliser ces mots de passe partout, sauvegarder régulièrement les données, vraiment important. La sophistication des cyberattaques augmente. Les solutions de défense s'améliorent, donc les attaques s'améliorent aussi, malheureusement. C'est un jeu du chat et de la souris. Les PME suisses sont de plus en plus connectées. On le voit depuis 2020, il y a eu énormément de changements par rapport à ça. Et je suis sûr que vous avez tous rencontré ce défi-là. Et on l'a vu aussi avec les données du Centre national suisse pour la cybersécurité, les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes. Il y a moyen de faire beaucoup d'argent en attaquant les entreprises, pas que les gros groupes internationaux. Et malheureusement, cette tendance continue. Donc, à la question quel futur, c'est un enjeu majeur, la cybersécurité pour les petites et moyennes entreprises. Les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes et sophistiquées. Il y a des mesures à prendre pour éviter la catastrophe, sensibiliser les employés, c'est vraiment quelque chose d'important, mettre en place des mesures de sécurité appropriées, sauvegarder les données et je crois surtout obtenir l'aide de personnes spécialisées dans la cybersécurité pour vous aider à définir quelles sont les priorités. En prenant ces mesures-là, la probabilité de réduire, le fait de réduire la probabilité d'être attaqué est là, et ça permettra aux cybercriminels peut-être de viser quelqu'un d'autre qui sera plus facile d'accès que votre entreprise par rapport à l'effort qu'ils devront faire. Voilà pour moi. Merci. Je me réjouis de répondre à vos questions après. Merci beaucoup, Yves. La bienvenue aussi de ma part. Je me réjouis de vous montrer le thème de la cybersécurité pour les PME, un peu dans le détail, quelles sont les mesures qu'on a déjà entendues de Yves, qu'on peut prendre pour améliorer la cybersécurité dans l'entreprise. Veuillez m'excuser, je suis aussi pas de langue maternelle française. Et pour démarrer, on va vous montrer un petit film tout court. Auparavant, encore 2-3 mots. Vous remarquez sûrement dans votre contexte journalier, si vous travaillez, que de plus en plus, vos procès sont numérisés. Vous travaillez avec de plus en plus en forme digitale. Et ça, ça finit que vos données deviennent de plus en plus, prennent de plus en plus de valeur, que ce qui vous fait intéressant pour des hackers, pour en principe essayer de corrompre ces données ou de voler ces données. À cause de ça, il est très important de prendre des mesures, d'un côté peut-être au niveau plus stratégique ou organisationnel, et de l'autre côté, comme on a déjà entendu, de prendre des mesures techniques pour sécuriser ces données de très haute valeur et de se protéger contre des attaques cyber. Et comme dernière partie, on l'a déjà entendu de Yves, de ne pas oublier les collaborateurs, parce que les collaborateurs, on va voir après encore plus tard, sont un des points les plus importants dans la sécurisation de l'environnement IT. Comme j'ai dit, pour démarrer un petit film de Swisscom, j'espère que ça fonctionne, voilà. Nous sommes ensemble depuis 4 ans. 5. Nous sommes ensemble depuis 5 ans. Ça a été le coup de foudre au premier clic. À vrai dire, notre relation a toujours connu des dysfonctionnements. Il a une relation avec une autre, une hackeuse. Je l'ai rencontré en ligne. C'était une erreur. Donnez plus d'amour à votre IT. Contrez efficacement les cyberattaques en nous confiant l'IT de votre PME. Ah, c'était juste un hack d'un soir.
Voilà, un peu rigolo, un thème super intéressant et dans le cas qu'on est touché, c'est plus vraiment rigolo. Pour démarrer, j'ai apporté une petite phrase. Notre entreprise était paralysée. Le seul document encore lisible était l'instruction pour le virement de la rançon. Cette phrase est la réalité. Ça veut dire ça se passe journalier que des entreprises sont attaquées et qu'on est dans cette situation que les hackers ont en principe corrompu tous les données et on ne peut plus travailler. Pour démarrer, j'ai apporté comme toujours quelques chiffres. On en a déjà entendu un ou deux de Yves. 60% des cyberattaques visent vers des PME. Souvent, j'entends si je suis chez des clients que les attaqueurs, les hackers, ils croient qu'ils visent vers des grandes entreprises parce qu'on peut prendre plus d'argent chez des grandes entreprises. Ça, c'est malheureusement plus la réalité. Peut-être au début, c'était encore la réalité, mais aujourd'hui, les hackers, les cybercriminels, ils sont super professionnalisés et ils attaquent tout ce qui est possible. Parce que d'attaquer 10 PME qui sont peut-être moins sécurisées est beaucoup plus facile que d'attaquer une grande entreprise où peut-être la rançon peut être plus haute, mais d'attaquer est beaucoup plus difficile. Ça veut dire ils ciblent aujourd'hui dans une très grande partie vers des entreprises PME pour, dans une grande partie aujourd'hui, chercher des rançons ou voler des données. Le deuxième chiffre, c'est 2694 données d'entreprises suisses ont été publiées dans le Darknet. Veut dire, souvent, les attaqueurs, ils volent des données et si on ne paye pas le rançon, ils publient les données dans le Darknet. Et ce chiffre augmente de plus en plus chaque année, ce qui montre que c'est vraiment la réalité et que si on ne fait pas attention et si on ne sécurise pas les données à un bon niveau, il y a un grand risque que données soient après publiées, des données sensibles soient après publiées dans le Darknet. Et ça peut être un très grand problème pour une entreprise si des données sensibles, comme par exemple dans votre environnement, dans votre branche, sont publiées dans le Darknet. Si vous avez des données personnels d'entreprises qui sont sur le Darknet à disposition, ça vous crée un gros problème pour le futur. Que ce qu'on montre toujours un peu, c'est aussi comment est la réalité au niveau de Swisscom. Un chiffre très impressionnant que je trouve toujours très impressionnant, c'est les 5,7 millions d'attaques par mois, c'est les chiffres par mois, qui se font vers l'infrastructure de Swisscom et bien sûr qui sont bloqués. Mais ce chiffre, ce qui est intéressant, je l'augmente en principe tous les mois. Et depuis l'année passée, fin de l'année passée à aujourd'hui, parce que j'ai regardé ce matin quels sont les chiffres actuels, j'ai augmenté le nombre d'attaques d'environ 1,2 million. Ça veut dire les nombres d'attaques ont augmenté de 1,2 million dans environ 10-12 mois. Ce qu'on fait aussi, on a 6700 clients privés contactés pour des comptes clients piratés et on a environ 2200 comptes qu'on bloque à base de phishing qui sont corrompus. Et un chiffre qui a aussi massivement augmenté, veut dire on a augmenté environ de 15 cas, c'est ce chiffre d'incidents sécurité combattus par le Swisscom CSIRT. Le Swisscom CSIRT, c'est le team qui arrive en place si on a des attaques très compliquées, où on a vraiment besoin de spécialistes pour se protéger contre des attaques de cette forme. Et ce chiffre a aussi massivement augmenté, ça veut dire, ça montre qu'au niveau de la complexité de l'attaque, les attaqueurs, ils deviennent de plus en plus professionnels
et les attaques deviennent de plus en plus complexes et c'est de plus en plus difficile à se protéger contre des attaques dans cette forme. Maintenant, dans votre environnement fiduciaire, quels sont, de notre opinion, les plus grands risques pour votre entreprise? Swisscom fait un rapport tous les années avec un radar où on voit quelles sont les cyber-attaques et l'environnement cyber, quelles sont les formes d'attaques. Et que ce qu'on voit dans le absolument centre de ce radar, c'est les attaques ransomware. Les attaques ransomware, c'est en principe c'est la phrase que j'ai montrée au début. Dans une attaque ransomware, les attaqueurs, ils cryptent vos données. Ça veut dire, si vous essayez d'ouvrir vos données, vous n'avez plus la possibilité d'ouvrir ces données et vous avez besoin d'une clé pour décrypter vos données. Qu'est-ce qui se passe? Les attaqueurs, ils vous envoient un mail, vous recevez le mail, vous ouvrez le mail, dans le mail, il y a écrit, voilà, payez-nous 50 000 francs pour recevoir la clé pour décrypter vos données. On va revenir après à des formes, comment on peut se protéger contre ça, mais une des points est sûrement, si on a un backup qui fonctionne et qui n'est pas corrompu et qui n'est pas crypté, là, on peut dire, OK, je ne paye pas le rançon, ce qui n'est sûrement pas une des formes qu'on devrait faire de payer du rançon, c'est de remettre en place les systèmes et de continuer à travailler et bien sûr aussi de mettre les systèmes de sécurité à jour. Ce qui se passe aussi, c'est le double extortion. Ça veut dire d'un côté, vous êtes demandé de payer le rançon pour décrypter vos données, mais la deuxième partie est les attaqueurs viennent vers vous et vous transmettent qu'ils ont volé des données et que vous devez payer la rançon pour qu'eux, ils ne publient pas les données dans le darknet. Ça, dans notre opinion, c'est un des plus gros risques pour vos entreprises actuellement. Après, aussi en communiquant avec la police, que ce qu'on voit de plus en plus et que ce qui est encore plus élaboré ou établi, c'est cet aspect de CEO fraud. Ça veut dire vous recevez des demandes, peuvent être en forme d'un mail interne qui demande par exemple au département des finances de faire des transactions financières sur des comptes qui sont après des comptes des personnes, des hackers en principe. Alors, la restauration des systèmes informatiques peut prendre du temps. Ça dépend à quel niveau votre système d'informatique est sécurisé et à quel niveau vous faites des backups. Mais dans un cas de cyberattaque, 35% des personnes concernées ont pu restaurer les systèmes le premier jour. 42% ont mis jusqu'à 3 jours et 23% des entreprises ont eu besoin de plus de 3 jours. Et si vous pensez à votre daily business, pensez peut-être ce que ça aurait comme impact sur votre entreprise si vous êtes touché par ces 23% et vos systèmes ne sont plus disponibles, vous n'avez plus accès à un des systèmes ou à tous les systèmes pendant plus que 3 jours. Et j'ai des exemples de tout petites à vraiment grandes entreprises qui étaient aussi qui pouvaient plus accéder à leurs données pendant plusieurs semaines. Et si on regarde la compagnie Swiss Window, à la fin, l'entreprise a fait faillite basée à une cyberattaque. Alors, quelles sont les failles de sécurité de PME? Comme Yves avait déjà transmis dans sa présentation, un des très importants points dans ce contexte est que les employés ne sont pas sensibilisés à la cybersécurité.
Un point très important, car le collaborateur, c'est la personne qui est devant l'ordinateur, c'est la personne qui reçoit des emails, c'est la personne qui est sur Internet. Et si la personne n'est pas sensibilisée, il y a un risque que la personne fait entrer, ouvre quasiment la porte pour un hacker. Le deuxième point, c'est l'accès au réseau et les interfaces Internet ne sont pas protégées. L'Internet est toujours encore un des plus grands risques pour faire entrer des hackers et pour se faire avoir, par exemple, par du ransomware. Après, aussi, comme j'ai déjà dit avant, pas de sauvegarde régulière des données et applications, des données et des applications. Dans le cas d'un ransomware, c'est absolument nécessaire qu'on ait une sauvegarde actuelle qui contient toutes les données, toutes les applications pour qu'on puisse remettre les systèmes en place très vite pour que l'entreprise peut à nouveau travailler. Souvent, je vois chez des clients qu'on croyait, dans un cas de cyber, on croyait que l'entreprise avait fait des backups et qui fonctionnaient, mais parce qu'on n'avait jamais fait, ou l'entreprise n'avait jamais fait quasiment des tests de remettre des documents ou des données du backup sur les systèmes, que dans le cas d'une cyberattaque, on remarque que le backup n'est pas propre et qu'on ne peut plus restaurer ou qu'on ne peut pas restaurer toutes les données ou même qu'on ne peut plus restaurer les données. Après, pas de plan de récupération. En principe, pas défini que ce qu'on fait dans ce cas d'une crise cyber. Pas de responsabilité claire en matière de sécurité informatique. Si on est dans une crise cyber, si on a une attaque, en principe, vous comme entreprise, vous n'avez plus le temps de vous poser la question quels sont les responsables, qui on doit communiquer, comment on doit communiquer. En principe, si vous êtes dans cette situation, vous devez réagir. À cause de ça, il est très important de clarifier tous ces points auparavant. Si on est dans la crise, on peut vraiment agir et agir vite. Et un point extrêmement important, les systèmes d'exploitation, les applications, les antivirus, les pare-feux, tous les systèmes doivent être mis à jour régulièrement, en principe, dès que possible, mettre des systèmes à jour. Aussi ici, si je suis en clientèle, je remarque souvent que peut-être les systèmes Windows, ils sont mis à jour, mais par exemple, un pare-feu, une firewall n'est pas mis à jour. Et ça, c'est à nouveau une possibilité pour des hackers pour entrer dans vos systèmes et pour, à la fin, peut-être, vous crypter vos données. Le plus grand risque pour les PME, comme on a déjà vu, c'est d'un côté les points qu'on a déjà vus. Après, le phishing, le manque de sensibilisation des collaborateurs. 90% des employés ne sont pas sensibilisés pour la sécurité dans l'informatique. Et bien sûr que ce qu'on a déjà vu avant, ransomware, malware, virus, cheval de Troie, c'est aussi un des points où on a des grands risques de se faire avoir par des hackers. 76% de tous les PME suisses considèrent les employés comme la plus grande faille de sécurité. Ce qui nous montre aussi qu'il faut investir dans la sensibilisation des collaborateurs. Et un deuxième chiffre, 11% des PME suisses interrogées ne pensent pas que leurs employés reconnaissent une attaque de phishing. Je suis persuadé que le chiffre est beaucoup plus haut parce qu'aujourd'hui, la sophistication, comment on dit, les attaques phishing sont de plus en plus sophistiquées, sont à très haut niveau. Il y a quelques années, il y avait toujours des fautes dans un email phishing, il y avait des fautes orthographes. Aujourd'hui, avec ChatGPT et tous ces systèmes AI, le niveau des phishing attaques est très haut et à cause de ça, la détection
de phishing pour le collaborateur, parce qu'aujourd'hui, on peut mettre des systèmes en place, mais il est toujours encore possible que des attaques phishing passent, sont de plus en plus professionnelles et de plus en plus difficiles à reconnaître. Comment se passe une attaque phishing par email? L'utilisateur reçoit un courrier prétendant crédible, peut être simulé d'un fournisseur, d'un client. Et si on ne va pas regarder dans le détail, si on ouvre le mail dans le courant journalier, on est peut-être dans le stress, on ne remarque pas que d'où ça vient et que ça vient d'une source qui n'est pas crédible. Mais normalement, une attaque phishing, on reçoit un email. L'email est ouvert par le récepteur et dans l'email, c'est une des formes, il y a plusieurs formes, mais une des formes est qu'on a un lien où on est demandé de cliquer sur le lien, que ce qui après vous fait aller sur un site qui semblablement est correct. Par exemple, une variante, c'est vous avez loupé un Teams meeting ou un Zoom meeting et vous devez directement accéder à ce meeting, cliquez sur le lien, comme ça vous pouvez directement accéder à ce meeting. Il y a l'aspect psychologique de faire de la pression sur la personne, de dire « Allez, tu dois faire ça directement parce que tu es déjà en retard ». La personne qui a reçu le mail ne fait pas attention, clique sur le lien. Et en principe, de cliquer sur le lien, ça peut déjà faire corromper des données ou mettre un cheval de Troie qui est sur le site en principe qu'on ouvre. Ça peut déjà être assez pour avoir un système corrompu. Souvent, ils vous demandent de mettre vos données personnelles et vous croyez, parce que le site est fait, par exemple, comme le login de Microsoft, semblablement correct, vous loguez, ça ne fonctionne pas et derrière, les hackers ont pris vos mots de passe et vos données d'utilisateur et mots de passe. Comme ça se passe normalement une attaque phishing. Comment vous protéger contre des attaques comme ça? En principe, il y a 3 points. Premier point, c'est identifier des failles de sécurité. Deuxième point, c'est protéger l'informatique, les réseaux et les données. Et le troisième point, c'est de restaurer les données et l'informatique en cas de crise. Pour le premier point, identifier les failles de sécurité. Là, vous avez différentes possibilités comme vous pouvez faire ça. D'un côté, vous pouvez laisser faire un assessment de votre environnement pour détecter où il y a des problèmes. Ça peut être fait à 2 niveaux. Ça peut être fait à un niveau plus organisationnel où on regarde en principe quels sont vos procès et si les procès sont adéquats pour se sécuriser. Ou de l'autre côté, c'est de faire un scan de l'infrastructure où on détecte au niveau technique les vulnérabilités dans votre entreprise. Après, la protection de votre informatique est très importante. Protégez vos réseaux contre des intrusions de logiciels malveillantes. Après, accès aux réseaux sécurisés depuis à la maison. Mettez en place un système sécurisé que si vous travaillez depuis à la maison, vous avez la garantie que vous êtes dans un environnement sécurisé. Il peut toujours être que votre laptop privé que vous utilisez à la maison est corrompu et si vous accédez au système de l'entreprise, ça peut vous faire entrer des données que les hackers utilisent après pour avoir accès à vos systèmes. Mettez des réseaux sécurisés en place dans des sites externes. Si vous avez différents sites d'entreprise, sécurisez le réseau entre ces différents sites physiques. Après, la division des réseaux est très importante. Si par exemple, vous avez un réseau où il y a des clients qui peuvent accéder, où vous avez un VLAN qui est à disposition pour des personnes qui sont externes, faites des divisions des réseaux. Comme ça, si une attaque se fait dans un réseau, elle ne peut pas accéder ou c'est beaucoup plus difficile d'accéder dans un autre réseau. Et comme ça, vous pouvez mieux protéger vos données. Protégez vos postes de travail, mettez vos
d'antivirus à jour, regardez que partout les antivirus sont installés et actifs, faites des updates et regardez vraiment que les postes de travail soient sécurisés. Après, un point très important, sécuriser la communication par email et par Internet. Si vous êtes sur Internet, si vous recevez des emails, il y a des gros risques. On peut mettre aujourd'hui des systèmes en place pour sécuriser ces deux domaines. Et si vous avez des documents dans le cloud, il est aussi très important que vous sécurisez aussi les données dans le cloud et le chemin entre votre IT local et le cloud. Restaurer des données et informatiques en cas de crise. Là, le point le plus important, c'est mettez en place un backup qui fonctionne et que ce qui est très important, si vous avez un cas de ransomware où il vous crypte les données, mettez un système de backup en place qui n'est pas touché par une attaque ransomware. Ça veut dire, la plus facile des variantes, c'est de dire, je fais une fois par semaine un backup sur un système externe, sur une hard disk externe, qui n'est pas connecté au système. Dans le cas d'un ransomware, d'une attaque ransomware, vous avez toujours encore le système qui n'est pas connecté et vous pouvez reprendre vos données de ce logiciel. Bien sûr, il y a aussi des systèmes professionnels qui en principe vous garantissent que dans le cas de ransomware attack, vos backups ne sont pas cryptés. Le disaster recovery est une variante assez chère. En principe, vous pouvez mirroriser vos données d'un système à un autre système, et si un système plante, vous avez toujours encore le deuxième système à disposition, mais très coûteux. Maintenant, encore en vitesse, la chaîne de sauvetage en cas de cyberattaque. Ça, on communique souvent aussi en directe collaboration avec la police, parce que souvent, les entreprises ne savent pas comment réagir en cas d'une cyberattaque. Premier point, garder son calme et ne pas prendre des mesures hâtives. Ça veut dire de débrancher l'Internet n'est peut-être pas la meilleure des solutions. C'est vraiment de dire, OK, on est préparé, on est tranquille et on va directement au point 2, c'est de dire, on se fait aider, faire appel à des spécialistes comme Swisscom, le Rapid Response Team, qui est à disposition pour toutes les entreprises égales de quelle taille et qui est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à disposition. Il y a des spécialistes, si vous téléphonez à ou Swisscom ou d'autres entreprises qui mettent à disposition un service comme ce Rapid Response Service de Swisscom, ils vous aident en cas d'une crise. Communiquez activement durant la crise dans votre environnement, entre vous et votre partenaire IT et peut-être entre vous et externe. C'est un point très important, ça doit être planifié auparavant et comme ça, dans un cas de crise, de cybercrise, on est préparé et on sait comment communiquer. Après, techniquement, restaurer les systèmes. Dans un cas de ransomware, c'est de remettre les systèmes en place, de remettre les données sur les systèmes et comme ça, en principe, être le plus vite possible à disposition qu'on puisse à nouveau travailler. Après, informer le Centre national de la cybersécurité et la police. Vous pouvez téléphoner au numéro standard de la police. Il n'y a pas des numéros spéciaux. Le 112, je crois, on peut directement téléphoner au 112 et c'est très important qu'on implique la police pour que la police puisse faire leur travail et identifier les hackers. Voilà. Et dernier point, c'est la prévention. Si on a eu une cyberattaque, de prendre en principe toutes les mesures pour que ça ne se reproduise plus. Voilà, et pour finaliser, les 4 points qui sont très importants et à reprendre, la sécurité est primordiale et devrait être un sujet
préoccupation de toutes les entreprises. Les acteurs criminels ne se concentrent actuellement plus en plus vers les PME. Une protection de base efficace est la clé d'une entreprise sûre et sécurisée. Et comme on avait dit diverses fois, l'employé est un des éléments les plus importants dans le cadre de la sécurité. Merci beaucoup. D'accord, je reprends moi maintenant. Je tiens encore à m'excuser auprès de vous pour mon mauvais départ du webinaire. Ce n'était pas prévu comme ça. Hein. Merci beaucoup pour ces présentations intéressantes. Nous allons maintenant passer aux questions ouvertes. Je regarde un moment, s'il vous plaît. Alors, là, j'ai une question pour Yves. Vous dites que nous devons travailler avec un partenaire. Dans quel domaine ce partenaire peut-il m'aider? Alors, c'est une question très générale. Le partenaire peut aider déjà par rapport à l'évaluation de la posture sécuritaire actuelle. Comprendre, est-ce que je suis à risque ou est-ce que j'ai déjà des choses en place qui me mettent du bon côté? D'approfondir ces différentes choses, que ce soit au point de vue de l'infrastructure, que ce soit au point de vue des postes de travail, si vous utilisez des applications web, des applications mobiles, et aussi par rapport à l'aspect social. Est-ce que mes employés sont sensibilisés s'ils reçoivent un numéro de téléphone, enfin s'ils reçoivent un téléphone, s'ils reçoivent un message WhatsApp, comment est-ce qu'ils vont gérer ça? Ensuite, l'évaluation des processus qui sont en place. Est-ce qu'il y a des processus? Est-ce qu'on a quelque chose de prévu au cas où on se fait attaquer? Bien entendu aussi, des campagnes de sensibilisation peuvent être faites, des formations ciblées en fonction des besoins peuvent être données par ces partenaires. Ça peut aussi être par rapport à l'intégration de nouvelles solutions, par rapport aux sauvegardes, par rapport au développement d'une nouvelle application. Et très important aussi, c'est tout ce qui est par rapport aux conformités légales. On a vu depuis le 1er septembre, il y a de nouvelles règles, de nouvelles lois qui sont arrivées en Suisse. Et il y a beaucoup de personnes qui sont tournées vers moi, qui sont un peu paniquées, malgré que c'était annoncé longtemps à l'avance. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que ça change pour moi? Où sont les risques? Et c'est là que justement les partenaires comme Swisscom, United Security Provider, etc., peuvent vous aider à avoir cette image, cette position. Est-ce que je suis du bon côté ou est-ce que j'ai des portes ouvertes? Est-ce qu'il y a des risques par rapport à mon entreprise? J'espère que ça répond à la question. Ok, d'accord. Alors, on a une autre question. Merci Yves pour ta réponse. Maintenant, on a une question pour Raphaël. Comment puis-je former mes employés? Existe-t-il des programmes? Merci beaucoup pour cette question. Oui, bien sûr, il existe des programmes. Par exemple, Swisscom a dans son portefeuille un système ou un programme de phishing et awareness, où dans ce programme, on peut simuler du phishing pour identifier la maturité de la sécurité des collaborateurs de l'entreprise. Et le point le plus important derrière, après, mettre en place des entraînements qui peuvent être bien intégrés dans le jour, veut dire des petits trainings pour les collaborateurs, très faciles à comprendre pour améliorer la maturité cybersecurity et la sensibilisation sur des thèmes cyberattaques dans l'environnement des collaborateurs et de leur environnement IT. Ok, d'accord, aussi à toi, merci Raphaël. Alors, de mon avis, il n'y a pas d'autres questions ouvertes. Oui, maintenant, j'ai ici encore. Non, ok, c'est bon. Alors, la session de questions-réponses est maintenant terminée.
Un grand merci à Yves et Raphaël pour leur présentation très intéressante et merci aussi à vous pour votre participation au webinaire. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Suivez aussi Fiduciaire Suisse et notre Institut 4.0 sur les médias sociaux afin de ne manquer aucune nouvelle importante. Je vous souhaite maintenant tout bon après-midi.